Nous sommes en 1772. Une expédition française dirigée par Marc-Joseph Marion débarque sur une île au large de l'Australie. En s'enfonçant dans les terres de ce qui sera plus tard la Tasmanie, ces Français entendirent un hurlement qui leur glaça le sang. Quand ils découvrirent l'animal à l'origine de ces hurlements, ils l'appelèrent le diable de Tasmanie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce marsupial hors du commun. Le diable de Tasmanie est une espèce de marsupial carnivore qui vit uniquement sur l'île de Tasmanie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un marsupial et en quoi il diffère des mammifères placentaires, donc comme nous, les chiens, les primates ou encore les chevaux et la plupart des mammifères qui nous côtoient au quotidien, eh bien c'est tout simplement que les marsupiaux n'ont pas de placenta. C'est-à-dire que les juvéniles se développent dans un état larvaire au sein du marsupium. Donc qu'est-ce que c'est le marsupium? C'est une poche marsupiale, comme on peut voir notamment pour les kangourous. Et donc c'est un espace protégé où la femelle incube sa progéniture. Dans les marsupiaux, on a des espèces très diverses comme les kangourous, les koalas, les opossums et nos fameux diables de Tasmanie. Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore en Tasmanie depuis la disparition du thylacine en 1936. Il est trapu, à peu près la taille d'un chien, dégage une forte odeur quand il est anxieux, une odeur aussi forte que celle de la moufette. Il peut être très rapide et atteindre des pointes de vitesse de 13 km/h sur de courtes distances. Son espérance de vie est de 6 ans en moyenne et bien plus en captivité. Le mâle est plus grand que la femelle, il fait notamment 8 kg pour 65 cm et 30 cm au garrot, contre 6 kg pour la femelle et 57 cm. Son sens dominant est l'ouïe et il a un excellent odorat. Le diable de Tasmanie chasse la nuit et au crépuscule. Il est très efficace pour détecter les proies en mouvement, mais a du mal à détecter les proies statiques. Par rapport à sa taille, le diable de Tasmanie est l'un des mammifères aux mâchoires les plus puissantes au monde, qui est notamment dû à sa longueur de tête. Le diable de Tasmanie est un animal solitaire. Il a un territoire de 8 à 20 km² qui chevauche d'autres territoires de diable de Tasmanie. Il est présent sur tous les habitats de l'île, même au bord des zones urbaines. Mais il a une préférence pour les côtes boisées et les forêts sclérophiles, ainsi que les savanes. Ses seuls prédateurs naturels sont actuellement les rapaces, qui s'attaquent aux jeunes. Il a pu par le passé être victime du dingo quand il existait encore en Australie, et du thylacine en Tasmanie avant sa disparition. Alors il aurait vécu autrefois sur le continent australien. Quant à la période où il y aurait vécu, il y a actuellement deux grandes hypothèses. La première est qu'il aurait disparu 400 ans avant l'arrivée des colons en Australie, soit il y a à peu près 600 ans à l'heure actuelle, car une dent de diable de Tasmanie aurait été retrouvée sur le continent australien datant de plus de 430 ans. Mais des études archéologiques d'Oliver Brown mettent en évidence que son extinction sur le continent australien se situe plus il y a 3000 ans. Les causes de cette disparition sur le continent australien seraient un changement climatique, une concurrence avec les dingos et une prédation accrue de l'homme, donc notamment des aborigènes présents avant les Européens. Au niveau de son alimentation, il peut manger toutes sortes d'animaux, en passant du mouton, par les oiseaux, insectes, grenouilles et même des reptiles. Il peut même chasser des petits wallabies, mais il a une grosse préférence pour les charognes, qu'il dévore entièrement, et notamment les os, la fourrure et les organes. Il mange 15% de sa masse corporelle quotidiennement, et peut manger 40% de sa masse corporelle en 30 minutes si besoin. Le diable de Tasmanie peut donc nettoyer toute trace d'une carcasse en très peu de temps. Ce qui est très apprécié des éleveurs de l'île, car cela permet de ne pas laisser pourrir les carcasses de bétail, et donc de ne pas laisser de maladies se propager. Étant un animal solitaire, les repas et notamment les carcasses sont un événement social pour le diable de Tasmanie. En effet, les carcasses peuvent réunir jusqu'à 12 individus, ce qui va entraîner de nombreuses querelles, et c'est pendant ces repas qu'on peut entendre les fameux cris du diable de Tasmanie,
qui sont audibles à des kilomètres à la ronde. Ces cris sont accompagnés de postures pour intimider l'adversaire et s'il y a une impasse, des combats peuvent arriver pour la domination de la carcasse. En ce qui concerne la reproduction, la maturité sexuelle des femelles arrive dans leur 2e année d'existence. Elles sont fertiles une fois par an et fécondables 6 semaines par an. La saison d'accouplement débute en mars où les mâles vont se disputer les femelles et celle-ci prendra le mâle le plus dominant. Les diables de Tasmanie sont aussi polygames, donc la femelle va varier les mâles. Le temps de gestation est de 31 jours et une portée de 20 à 30 petits naîtra. Ces petits à l'état larvaire vont migrer du vagin vers la poche ventrale qui s'ouvre vers l'arrière pour les diables de Tasmanie, contrairement à d'autres marsupiaux comme les kangourous qui eux ont une poche qui s'ouvre vers l'avant. Mais malgré cette grande portée, la femelle n'a que 4 à 6 mamelons, ce qui produit une guerre fratricide entre les petits, et seuls ceux qui arrivent à se fixer aux mamelons en premier survivront. Sur la trentaine de petits du départ, seuls 3 ou 4 survivront et pourront se fixer au mamelon pendant une durée de 100 jours. La croissance de ces petits durera entre 87 et 93 jours et ils quitteront la poche de leur mère au bout de 105 jours. Ils resteront ensuite dans une tanière 3 mois de plus et ils en sortiront vers octobre-décembre pour une indépendance totale vers janvier. Le diable de Tasmanie est actuellement en danger d'extinction. La Tasmanie était autrefois le dernier refuge des grands prédateurs marsupiaux avant l'arrivée de l'homme. Celui-ci a ensuite exterminé le thylacine et le diable a failli le suivre. Alors comment tout cela est arrivé ? Eh bien, dès le début, les premiers colons tasmaniens mangeaient déjà le diable de Tasmanie. Ils ont ensuite craint pour leur bétail et le gouvernement a offert des primes d'abattage pour toute personne tuant un thylacine ou un diable de Tasmanie. Donc cela a emmené les deux espèces au bord de l'extinction et le dernier thylacine est mort en 1936. Et cette disparition a permis une prise de conscience dans le gouvernement tasmanien qui a légalement protégé le diable de Tasmanie en 1941. Actuellement, tous les ans, 1 à 2% des diables de Tasmanie se font écraser sur les routes de Tasmanie, ce qui est une cause importante de l'affaiblissement des populations. Mais la plus grande menace pour le diable de Tasmanie ne vient pas de l'homme. Et cette menace s'appelle la DFTD. Alors qu'est-ce que c'est la DFTD ? C'est la Devil Facial Tumor Disease, donc une tumeur faciale transmissible pour le diable de Tasmanie. C'est une tumeur de la face évoluant en cancer généralisé. C'est l'un des 4 cancers contagieux connus et c'est le second découvert. Cette épidémie progresse depuis 1986 d'est en ouest. Elle est notamment transmissible via des morsures, la consommation de carcasses infectées et tout contact avec des diables contaminés. Donc c'est une transmission de cellules tumorales entre individus sans lien direct. 20 ans après son apparition, elle avait déjà tué la moitié de la population de l'île. Et en 2010, 80% des diables de Tasmanie étaient infectés. Les diables de Tasmanie meurent 12 à 18 mois après la contamination, soit par défaillance des organes vitaux puisque le cancer se généralise, ou ils meurent de faim car la tumeur faciale déforme leur visage et les empêche de s'alimenter. Alors, d'où vient cette maladie ? Eh bien, c'est tout simplement une mutation génétique. Le diable de Tasmanie a 14 chromosomes de base et on a retrouvé dans les cellules cancéreuses une absence de chromosomes sexuels et 4 nouveaux chromosomes d'origine inconnue. Cette tumeur viendrait d'un individu de base qui s'est ensuite propagé à la population entière. Cette maladie est presque mortelle à 100% pour les diables de Tasmanie car leur système immunitaire ne reconnaît pas les cellules tumorales comme des cellules étrangères. Malheureusement, cette maladie évolue. Il y a actuellement
4 souches qui ont été détectées et la probabilité d'une augmentation de la virulence et de transmission à d'autres espèces n'est pas écartée. Et la réponse évolutive des diables de Tasmanie ne s'est pas fait attendre, puisque maintenant les femelles atteignent leur maturité sexuelle 1 an plus tôt, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent aux alentours d'1 an contre 2 ou 3 ans auparavant. Cette évolution pourrait s'expliquer par la réduction de la population qui a entraîné une augmentation de la nourriture disponible et donc le poids de reproduction des femelles serait atteint plus rapidement. Il y a eu un pic de maladie début 2000 avec un R0 supérieur à 3,5, mais aujourd'hui, heureusement, le R0 est inférieur à 1, donc la maladie régresse. Malheureusement, entre-temps, 80% des diables de Tasmanie ont disparu. On dénombre à peu près 15 000 diables de Tasmanie survivants contre 150 000 avant cette maladie. Le diable de Tasmanie avait autrefois retardé l'expansion du renard roux sur l'île, mais avec cette diminution, le renard roux pourrait gagner du terrain et envahir l'île. Aujourd'hui, de nombreux efforts sont faits pour la conservation du diable de Tasmanie. Des diables de Tasmanie ont été expédiés dans le monde entier pour un vaste programme de reproduction dans les parcs zoologiques, et notamment en France au zoo de Beauval qui accueille 2 diables pour un grand programme de reproduction en partenariat avec le zoo de Copenhague. Donc il n'y a actuellement que 2 mâles, mais des femelles devraient arriver pour commencer une reproduction. Et en Australie continentale, il y a aussi l'association OceArk qui a relâché 26 diables de Tasmanie dans un sanctuaire de 400 hectares à 3 heures de Sydney. Le but est de créer des populations réserves pour permettre une réintroduction future. Et il y a un vaste projet de réintroduction à long terme en Australie. Et cette réintroduction permettrait de limiter les renards et les chats dans l'environnement australien qui sont un vrai fléau et qui déciment de nombreuses espèces de marsupiaux. On peut comparer ce projet à la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone qui avait entraîné une cascade d'événements positifs sur l'écosystème du parc. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, et même à commenter. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.